Bienvenue à tous et à toutes. On va commencer le webinaire sans plus tarder. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous à ce webinaire intitulé Santé et droits sexuels et reproductifs en Afrique francophone, défis et solutions pour un accès équitable, organisé à l'occasion de cette Semaine du développement international. Ce webinaire, mis sur pied par Humanité et Inclusion Canada, anciennement connu sous le nom de Handicap International, s'adresse au grand public et a pour objectif de sensibiliser et de mobiliser les Canadiens et Canadiennes sur les enjeux internationaux. Je me présente, je m'appelle Marie-Christine Garot, je suis responsable des partenariats institutionnels chez Humanité et Inclusion Canada. Je serai l'animatrice et modératrice de ce webinaire. Le pronom qui me désigne est « elle ». Je suis une femme dans la trentaine, j'ai les cheveux foncés et je porte aujourd'hui une blouse fleurie. D'entrée de jeu, nous souhaitons reconnaître que la Maison du développement durable dans laquelle nous sommes est située en territoire autochtone non cédé de la nation Kanonkehaga, sur l'île de Tiohtià:ke, c'est-à-dire Montréal. Voici quelques instructions afin d'assurer le bon déroulement du webinaire. Pour les personnes qui souhaitent une traduction du français vers l'anglais, cliquez sur le bouton Interprétariat en bas de la fenêtre Zoom. For those who want a translation from French to English, click on the Interpretation button at the center of the Zoom window. Merci de bien vous assurer que votre micro est fermé en tout temps. Nous vous invitons à poser vos questions dans le chat après le panel. Nous aurons une période de questions à la fin. Notez que ce webinaire est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et si vous éprouvez des soucis techniques pendant le webinaire, n'hésitez pas à communiquer directement dans le chat. Ma collègue Fatou vous assistera dans les plus brefs délais. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Depuis avril 2020, Humanité et Inclusion mène en Afrique de l'Ouest un projet intitulé « Éducation nécessaire à la santé sexuelle et reproductive équitable pour devenir maître de son bien-être et libre de ses choix ». Un nom de projet bien long qui se résume par l'acronyme ENSEMBLE. Le projet Ensemble est mis en œuvre en partenariat avec CARE Canada. Le projet vise à améliorer l'accès aux services relatifs à la santé et aux droits sexuels et reproductifs en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo. Il est né en réponse aux problématiques qui touchent les femmes et les adolescentes de ces trois pays qui sont notamment la forte mortalité néonatale, le nombre important d'avortements et la déscolarisation des jeunes filles enceintes. La mise en œuvre de ce projet ne serait pas possible sans l'appui, la confiance et le soutien financier d'Affaires mondiales Canada. Le projet Ensemble s'inscrit dans l'engagement historique de 10 ans du gouvernement du Canada en matière de santé et de droits dans le monde. Ce mécanisme est clé pour mettre en œuvre la politique d'aide internationale féministe du Canada et pour faciliter la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2020-2030. Cet engagement prend appui sur le leadership exercé par le Canada en matière de santé, de nutrition, d'égalité des genres et de santé et des droits sexuels et reproductifs. Le moment est maintenant venu de vous introduire à nos invités du jour pour ce panel. Je vous présente d'abord Hati Diouf, chef du projet Ensemble au Sénégal depuis juillet 2022. Elle a rejoint Humanité et Inclusion en octobre 2020 comme chargée du volet communautaire de ce même projet et a été responsable de l'animation des activités communautaires. Elle travaille actuellement à Kolda, où le projet Ensemble se déroule au niveau du district. Je vous présente également Mamoudou Barrow, qui est en poste au Sénégal depuis juin 2021. Dans le cadre du programme Afrique Cap-Ouest en tant que spécialiste santé. M. Barrow est médecin en santé publique depuis plus de 20 ans au niveau national. Il a rejoint HI en 2018 à titre de coordonnateur régional santé pour notre programme couvrant le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Ndri Yao, notre troisième panéliste, est chef du projet Ensemble pour CARE en Côte d'Ivoire. M. Yao est infirmier et a une grande expertise dans le domaine de la santé publique, notamment dans la gestion des programmes de santé communautaire liés à la santé sexuelle et reproductive,
le paludisme, le VIH-Sida et le renforcement du système de santé. Il a exercé au ministère de la Santé en Côte d'Ivoire dans la gestion de l'information sanitaire au niveau régional. Il est également conseiller technique auprès de CARE Côte d'Ivoire en charge de la santé. Et maintenant, nous pouvons maintenant débuter la discussion. J'aimerais qu'on commence par le commencement. Je demanderai à Hadi de bien vouloir nous décrire ce qu'on entend par santé et droits sexuels et reproductifs. Donc, bonjour à tous. Madame la modératrice, chers panélistes, merci à tous ceux ou celles qui nous suivent. Moi, c'est Hadi Diouf. Je suis une dame dans la trentaine, de teint noir et de taille moyenne. Aujourd'hui, je suis habillée en vert, comme vous le voyez. Donc, par rapport à la question, je dirais qu'il y a deux dimensions à prendre en compte. Tout d'abord, il y a la santé sexuelle et reproductive, qui est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité. Cela implique des relations sexuelles qui sont consenties, qui sont sûres, qui sont non violentes, ainsi que la liberté de concevoir ou de ne pas concevoir un enfant. D'autre part, il y a aussi la notion de droit. Les droits sexuels et reproductifs sont des droits inhérents à tout individu et ils sous-tendent la santé de la reproduction. Et parmi celles-ci, nous pouvons citer évidemment le droit de prendre ses décisions soi-même concernant sa santé, concernant son corps, aussi concernant sa vie sexuelle, sans avoir la peur ni des contraintes, ni de la discrimination. Et aussi sans avoir à vivre ce regard pesant de la société ou des poursuites judiciaires. Donc, cela voudrait dire que les droits sexuels sont des droits humains. Parmi également les sujets que recoupe la santé sexuelle et reproductive, nous pouvons citer la contraception. Nous pouvons également citer la prise en charge des grossesses non désirées. Nous pouvons aussi citer l'accompagnement de la mère durant la période postpartum pour garantir sa sécurité. Il y a également à cela la prévention et le dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Il y a aussi la prévention et le dépistage des cancers du col de l'utérus, mais également il y a la lutte contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Et tout autre sujet qui entrerait dans le bien-être des individus d'une manière globale. Donc, de façon générale, je peux dire qu'on entend par santé sexuelle et reproductive la sensibilisation qui est menée dans le but de se libérer des peurs, qui est menée dans le but de se libérer de la culpabilisation. La sensibilisation qui est aussi menée dans le but de se libérer des idées reçues, des idées préconçues et des préjugés, et de tout autre facteur psychologique. Donc, mais également aussi l'accès à l'information constituerait un pilier fondamental pour l'accès à une santé de la reproduction. L'accès aussi aux services de santé aussi en est un maillon essentiel. Donc, pour l'instant, je camperai le débat sur ça, sur ces deux définitions. Donc, cette santé-là, elle est englobante, elle est holistique. Et pour que vraiment qu'il y ait santé, il faut la conjugaison de beaucoup d'efforts. Merci. Merci, Hadi, d'avoir mis la table. On pourrait poursuivre, en fait, avec une prochaine question que je poserai à mon collègue Mamoudou pour nous décrire, en fait, de façon un peu plus dans le détail, les besoins initiaux qui avaient été identifiés au préalable dans ces trois pays et comment est-ce que le projet Ensemble propose de répondre à ces défis identifiés. Mamoudou, tu peux mettre ton micro pour qu'on puisse t'entendre.
Donc, je reprends. Je suis Mamoudou Baro. Je suis un homme noir de la cinquantaine. Je porte des lunettes. Comme l'a dit Marie-Christine, il faut dire que la mortalité maternelle constitue un problème majeur de santé publique dans les 3 pays d'intervention qui sont la Côte d'Ivoire, le Togo et le Sénégal. La grossesse chez l'adolescente reste l'un des principaux facteurs de mortalité de la mère et de l'enfant et contribue au cycle de mauvaise santé et de pauvreté. Selon l'enquête de base que nous avons réalisée au début du projet, 24% des adolescentes en Côte d'Ivoire, 10% au Togo et 12% au Sénégal avaient déjà donné naissance, ce qui a comme conséquence une déscolarisation des jeunes filles enceintes, entraînant des écarts entre les filles et les garçons. C'est ce contexte qui a un peu campé le décor de nos besoins initiaux. Il faut savoir que les adolescentes, bien qu'elles aient une sexualité active, ont très peu accès aux méthodes contraceptives. Les filles et les femmes handicapées ont peu de pouvoir de décision concernant leur propre santé. La non-fréquentation des centres de santé par les adolescents est un fait marquant dans les 3 pays. Le manque d'informations correctes sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents est très présent dans ces 3 pays. L'absence de communication parents-enfants sur la sexualité qui constitue un problème tabou est présent. Les inégalités de genre telles que les préjugés sur les méthodes contraceptives, l'utilisation du conjoint pour l'adoption d'une méthode contraceptive est très présent et très courant dans ces contrées. Par rapport à ces constats, les réponses du projet Ensemble vont se focaliser sur 3 axes. Le premier axe, c'est d'abord la demande. Pour essayer d'améliorer la demande et aussi faire comprendre les besoins en santé sexuelle et reproductive, nous avons misé sur la sensibilisation par les agents de santé communautaires à travers l'organisation des dialogues communautaires, par les pères éducateurs qui sont des jeunes, des élèves et des jeunes des milieux non scolaires qui ont été formés pour pouvoir animer des causeries éducatives en milieu scolaire et extrascolaire avec un kit numérique interactif et l'OADO. Et aussi, les enseignants ont été capacités pour leur permettre de délivrer de l'éducation complète à la sexualité. Il y a eu aussi l'implication des organisations de la société civile, des organisations des personnes handicapées, des groupements de femmes, des groupements de jeunes pour mener des sensibilisations à l'endroit de toutes les populations. Et l'un des axes intéressants qu'on a développés, ce sont les visites à domicile pour pouvoir rejoindre des personnes qui n'ont pas accès à la sensibilisation grand public et leur donner les informations utiles sur la santé sexuelle et reproductive. Le deuxième axe est représenté par l'offre de soins. Et en termes d'offre de soins, une des premières stratégies que nous avons développées, c'est la distribution à base communautaire des contraceptifs modernes pour permettre d'atteindre les personnes dans les coins les plus reculés. Et aussi, nous avons travaillé sur la disponibilité des méthodes contraceptives modernes dans tous les centres. Le deuxième axe, au niveau de l'offre de soins, c'est la réhabilitation des centres de santé. Et nous avons réhabilité 15 centres de santé conviviaux et accessibles aux personnes handicapées pour permettre d'offrir des soins de qualité. Ensuite, nous avons veillé sur la formation des prestataires de soins. Il faut savoir que dans nos pays, le système classique a des modules sur la santé sexuelle et reproductive. Le complément que le projet a apporté, c'est la dimension inclusion pour permettre de prendre en compte aussi les personnes en situation de handicap. Ensuite, avec tout cet arsenal, nous avons renforcé le système de référencement entre le système éducatif et le système de santé, et ensuite entre le système communautaire et le système de santé. Et ceci va nous faire déboucher sur le troisième axe, qui est l'axe plaidoyer. Et pour faire un plaidoyer correct, il faut d'abord capitaliser et documenter les bonnes pratiques et avoir des évidences. Et ensuite, nous avons formé les cibles pour pouvoir mener le plaidoyer, à savoir les jeunes, les personnes en situation de handicap, les femmes, les groupements de femmes, les organisations de la société civile, les élus locaux qui vont mener le plaidoyer pour permettre de faire changer, pour permettre aux décideurs de prendre des décisions basées sur ces évidences et aussi avoir une santé sexuelle et
et en faveur de la santé sexuelle et reproductive pour les jeunes et les adolescents, ainsi que les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Mamoudou. Merci pour le portrait global dessiné. On entend bien effectivement que les besoins identifiés sont importants et que les différents piliers du projet ont pour intention de s'adresser à différents qui sont multiniveaux. Et j'aimerais vous entendre tous les trois au sujet des actions concrètes menées pour améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes des femmes et des filles au Togo, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et pour commencer, je donnerai la parole à Ndri. Bonjour à tous et à toutes. Merci Marie-Christine. Je me nomme Yaoundé. Je suis un homme de teint noir. Je porte aujourd'hui une chemise de couleur bleue. Pour répondre à votre préoccupation, je voudrais dire que Mamoudou a déjà mis les pieds dans le plat. Donc, je vais essayer de répondre dans un premier temps aux différentes actions concrètes pour améliorer la santé sexuelle et reproductive. La première chose qu'il a dit tout à l'heure, c'est la formation des acteurs. Et concernant les actions concrètes en matière de formation, il faut noter la formation des agents de santé en santé sexuelle et reproductive pour leur permettre effectivement de mieux accueillir les adolescents et jeunes et toutes les personnes qui fréquentent nos centres de santé. Également, il y a eu la formation des agents de santé communautaire sur la santé sexuelle et reproductive et droits connexes. Également, le projet a permis véritablement de renforcer les capacités des centres de santé en termes de fourniture et d'équipement. Ça, c'est un aspect indispensable qui permet effectivement de mieux mener les activités d'accès aux services. L'autre chose à prendre en compte, c'est l'approvisionnement et la disponibilité des produits contraceptifs. À ce niveau, il faut noter que véritablement, le projet a permis véritablement de fournir les produits contraceptifs au centre de santé. Et dans les négociations avec la partie étatique, c'était pour qu'on puisse augmenter la disponibilité de ces produits-là pour que les femmes puissent exprimer leurs droits de façon concrète quand elles se rendent pour se mettre sous un produit contraceptif. Il faut véritablement cette disponibilité. Également, il faut noter les actions de plaidoyer dont Mamoudou parlait tout à l'heure. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a réussi effectivement à intégrer au niveau des collectivités locales telles que les mairies, on leur a permis effectivement de prendre en compte en termes d'attribution de budget pour les produits additionnels qui manquent dans les centres de santé. Ça, c'est des éléments à pouvoir capitaliser. Et en termes d'accessibilité, il faut rester dans une situation de légalité. La Côte d'Ivoire est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à ne pas avoir de loi en matière de santé sexuelle et reproductive. Et nous avons, à travers ce projet-là, eu la chance de pouvoir redynamiser le groupe de travail qui œuvre pour que cette loi-là soit enfin votée. Très intéressant. Merci, Ndri, d'avoir vraiment mis en valeur l'importance, en fait, de la formation des agents communautaires ainsi que toutes les actions de plaidoyer qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent. Je donnerai maintenant la parole à Mamoudou pour nous informer de quelques actions supplémentaires qui ont été mises en œuvre depuis les 3 dernières années. Pour compléter ce que a dit Yao, comme on parle d'accès, c'est d'abord
l'accès à la connaissance et sur les droits de santé sexuelle et reproductive pour permettre aux populations d'avoir une certaine compréhension de la santé sexuelle et reproductive et pour leur permettre de susciter la demande. Donc, il y a eu cette action. Ensuite, comme je le disais tantôt, c'est la distribution à base communautaire des contraceptifs modernes. Il faut dire que des populations ont du mal souvent à avoir accès aux services. Et donc, une des stratégies, c'est de rapprocher les services à proximité des populations pour qu'ils puissent les utiliser. Et la distribution à base communautaire des contraceptifs est une stratégie porteuse en la matière. Ensuite, il faut dire qu'il faut documenter tous ces aspects que nous avons pu développer en termes de dialogue communautaire, en termes de distribution à base communautaire, ce qui nous a permis d'avoir des évidences et des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques ont été traduites en messages qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des plaidoyers à l'endroit des décideurs en faveur de la santé sexuelle et reproductive, en faveur des jeunes, des adolescents et aussi des personnes en situation de handicap, parce que c'est vraiment un maillon faible dans ces 3 pays. Très bien, merci beaucoup. On entend bien l'importance de l'accessibilité, qui est vraiment une notion de base quand on y pense, mais à quel point c'est important et dans quel souci aussi ce projet-là a inclus, était dans une démarche vraiment d'inclusion des personnes en situation de handicap qui avaient moins ou qui n'avaient pas accès finalement à ces services. Et pour terminer, pour compléter la réponse, je donnerai la parole à Hadi. Donc, c'est ça, je vais aborder dans le même sens, sachant qu'on a des activités vraiment qui se regroupent sur l'ensemble des pays, les interventions sont les mêmes. Je vais juste renforcer ce volet communication-là. Nous l'avons assez développé avec la réalisation de causeries éducatives par les pères éducateurs. Donc, ces pères éducateurs-là, qui étaient choisis au début au nombre de 40, mènent des activités aussi bien en milieu scolaire qu'en milieu communautaire. À côté de ces pères éducateurs, il y a les groupes de jeunes que le projet a subventionné à hauteur d'un certain montant et qui réalisent aujourd'hui dans les quartiers, dans leurs villages, des activités de promotion de la SSRD. Ces jeunes-là sont renforcés par des groupements communautaires. Ces groupements communautaires-là aussi, ils abattent un travail exceptionnel au niveau aussi des villages. S'y ajoute à cela l'action des ASC, des agents de santé communautaire, à travers les dialogues. Ces dialogues, nous les mettons en œuvre au niveau des villages, des quartiers. Ces dialogues permettent de discuter des normes pour pouvoir les changer. Il y a le contenu de soins qui a été renforcé par le capital formation. Mais à côté de cette formation aussi, nous organisons des missions de suivi, supervision avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant qui vient nous appuyer avec la réseau médicale pour faire un contrôle routinier et pour renforcer la clarification des valeurs, pour une intégration et une prise en compte de cette cible handicapée. Il y a aussi un autre levier sur lequel nous nous appuyons, à savoir le renforcement de la gouvernance inclusive et de la gouvernance participative. Le projet a accompagné des groupements de femmes à la formalisation. Parce que dans l'organisation de la pyramide sanitaire, au niveau de chaque poste de santé, à côté de chaque poste de santé, il y a, je dirais, les comités de développement sanitaire. Et pour être membre de ces comités de développement sanitaire, les femmes devraient avoir les récépissés. Et ce n'était pas le cas. Le plus souvent, les comités de santé, le président, c'est un homme. Les femmes occupées des postes de trésorière et autres. Avec notre action, on a pu vraiment discuter des modalités de formalisation, d'accès aux récépissés pour que ces groupements-là puissent faire valoir leurs connaissances et compétences, pour que ces femmes-là puissent défendre leurs droits au niveau de ces instances-là pour une réorientation des politiques. S'y ajoute à cela aussi l'action des groupes de plaidoyer. Aujourd'hui, au Sénégal, plus particulièrement à Kolda, nous avons un groupe dynamique qui a pu conduire à ce que le maire d'une localité signe un budget de 10 millions pour la réfection d'une maternité.
Donc, c'est dire que nous nous appuyons sur ce volet plaidoyer-là pour faire comprendre à nos autorités que la santé de la reproduction nécessiterait une prise en charge, nécessiterait aussi l'implication de tous les décideurs clés. Maintenant, je ne vais pas aussi terminer sans pour autant rappeler les activités que nous mettons tout autour des postes de santé à travers l'approche carte communautaire de performance, ce qui permet aux adolescents et aux jeunes de discuter de la gouvernance même des postes de santé, de réorienter les services ou de discuter des horaires pour qu'ils aient plus accès aux services de qualité. Donc, c'est ce paquet d'activités, mis à part les espaces ados, qui sont aujourd'hui des espaces. Quand nous venions au niveau du district sanitaire de Kolda, il n'y en avait qu'un seul. Actuellement, à Kolda, on en est à 7 espaces ados. Le projet Ensemble a réhabilité 5 espaces ados et les a équipés et ils répondent aux normes. Et tout autour de ces espaces ados-là, nous avons formé les acteurs, nous avons aussi donné des subventions, nous les accompagnons à travers des plans d'action pour que ces espaces-là soient utilisés et pour booster aussi la fréquentation des adolescents jeunes au sein de ces espaces-là. Donc, c'était cela que je voulais ajouter en termes d'intervention. Merci, Hadi. On entend bien qu'il est primordial de rejoindre les personnes éloignées, isolées, vulnérables et que cela comporte bien évidemment des défis. Le mandat d'Humanité et Inclusion est de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et autres groupes vulnérables en répondant à leurs besoins essentiels, en améliorant leurs conditions de vie et en promouvant le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Donc, ça fait très écho avec les réponses de nos panélistes. Mamoudou, j'aimerais poursuivre en fait avec une question qui est bien en lien avec l'inclusion, encore une fois. Pouvez-vous nous dire ce que le projet fait en fait pour assurer la pleine participation et l'autonomisation en matière de santé sexuelle et reproductive? En particulier pour les personnes en situation de handicap, en particulier pour les groupes vulnérables. OK. Donc, par rapport à ce projet, l'un des axes majeurs et qui était la première activité, c'était de réaliser une enquête de base. Et cette enquête de base a été inclusive en utilisant une approche intersectionnelle à travers le marqueur handicap, genre et âge. Et ici, vous allez vous rendre compte que durant toute la mise en œuvre de ce projet, nous avons utilisé la double approche en ciblant les services ordinaires, notamment les services de santé, les services de l'éducation, de faire en sorte qu'ils soient inclusifs et aussi en ciblant les personnes handicapées. Et parlant de cibler les personnes handicapées, il faut dire que dans ce projet, il y avait une stratégie de recruter des agents de santé communautaire pour mener des activités à base communautaire. Et dans le recrutement de ces agents de santé, nous avons veillé à la parité déjà hommes-femmes, mais aussi nous avons tenu à ce qu'il y ait une proportion de personnes handicapées parmi cette cible-là. Et il faut dire que accepter de mettre des personnes en situation d'handicap dans les agents de santé, parmi les agents de santé communautaires, c'était une innovation pour tout le système de santé parce que ça n'a jamais été fait. Et donc, on a tenu à ça parce que c'était des agents de santé communautaire qui devaient distribuer les contraceptifs à base communautaire. Et donc, permettre à des agents de santé en situation de handicap faire partie de ce groupe-là n'a pas été chose facile, mais ça a été accepté par nos partenaires. Ensuite, par rapport aux pères éducateurs, qui sont les élèves, les jeunes et les adolescents, aussi les jeunes et adolescents du milieu extrascolaire. Nous avons tenu à ce que ces jeunes-là, dans leur recrutement, on prenne en compte des personnes en situation de handicap. Et ces deux activités phares nous ont permis effectivement de nous donner raison parce que ça a permis effectivement de rendre plus inclusive notre intervention. Et l'autre axe, c'était la formation des acteurs qui ne prennent pas à ce projet, notamment les prestataires de soins. Il fallait les former sur des modules de la santé sexuelle et reproductive et aussi tenir compte de la dimension inclusion. Il y a eu la formation des enseignants sur l'éducation complète à la sexualité et aussi tenir compte de la dimension inclusion. Tous ces faisceaux d'action ont permis de faire en sorte que, quelles que soient les données collectées sur ce projet, il faut que ça soit inclusif. Ensuite, il fallait renforcer les capacités des organisations des personnes handicapées à travers des formations sur le plaidoyer, le droit des femmes, la gouvernance et le développement local, comme disait Kadi tout à l'heure. Et aussi, nous avons veillé à l'octroi de subventions
à des organisations des personnes handicapées pour mener des activités de promotion de bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et reproductive et des droits. Enfin, il faut dire que tout au long de la mise en œuvre de ce projet, l'implication des organisations des personnes handicapées et des personnes handicapées à tous les niveaux de prise de décision est très présent, notamment au niveau du comité de pilotage où il y a une proportion des personnes en situation de handicap qui en font partie et aussi au niveau du comité de plaidoyer. Merci Mamoudou pour cette réponse qui était pour cette réponse en fait à une question assez complexe, mais qui finalement tu as réussi à capter l'essentiel qui était entre autres de rendre visibles les personnes en situation de handicap et de s'assurer en fait qu'elles soient impliquées autant dans l'élaboration du projet que dans sa mise en œuvre. Donc, merci beaucoup. Je poursuivrai avec une question en lien avec une question pour Indri. Pour qu'un projet aussi complexe qui vise à changer les normes sociales, donc tu as parlé au départ des normes sociales qui était aussi un des chantiers du projet, réussisse et soit durable, une forte collaboration avec la communauté, les organisations locales et l'administration est primordiale. Est-ce que tu pourrais nous parler de la participation des groupes locaux à la mise en œuvre de ce projet? Il faut retenir que la première chose a été de mettre en place les comités de pilotage, organes essentiels de suivi, de contrôle des actions du projet. Et ce comité de pilotage se réunit de façon régulière tous les mois et permet effectivement d'apporter une réponse aux difficultés sur le terrain. Deuxième élément à prendre en compte, c'est les acteurs communautaires eux-mêmes, qu'on a cités tantôt avec Mamoudou, avec Adi. Il s'agit du groupe des agents de santé communautaire qui mènent les activités dont parlaient tantôt Mamoudou et Kadi. Ce sont des acteurs qui sont essentiels dans tout ce que nous faisons parce que qui dit communauté dit agent de santé communautaire et le relais est fait avec les agents de santé de l'État. Donc, du coup, toutes les actions en termes de fréquentation sont dédiées à ces personnes qui mènent en œuvre les activités de sensibilisation et de dialogue communautaire. Il y a également les pères éducateurs dont Kadi parlait et l'ensemble des chefs de communauté, les leaders, les personnes influentes qu'on a au cours de l'enquête initiale permis de faire une cartographie pour les solliciter parce que tout ce qui est croyance, tout ce qui est pesanteur, il faut s'appuyer sur ces personnes-là pour effectivement arriver à apporter une réponse. L'autre élément à prendre en compte, Mamoudou l'a dit, c'est le comité de plaidoyer. Quoi qu'on dise, ça a été essentiel pour nous en Côte d'Ivoire d'avoir un comité de plaidoyer. Aujourd'hui, ce comité bénéficie d'un arrêté préfectoral qui permet effectivement de pérenniser ce groupe-là pour continuer à mener des actions en faveur de la santé sexuelle et reproductive au niveau du département dont nous intervenons. Donc, en gros, ce sont ces acteurs-là qui permettent, en un mot, de nous permettre effectivement d'avoir les résultats que nous partageons aujourd'hui. Et je voulais vraiment revenir pour dire merci à cette opportunité que vous donnez pour partager toutes ces actions-là. Merci beaucoup pour ton intervention et merci aussi d'avoir mis de l'avant l'importance du travail avec de la collaboration avec nos partenaires locaux, surtout dans une optique aussi, principalement dans une optique de pérennité et de continuation aussi de tout ce travail qui est mis en œuvre depuis les 3 dernières années. Ma prochaine question serait pour Mamoudou.
Le projet est en cours, comme je le dis, depuis 3 ans. Est-ce que tu pourrais nous présenter, en fait, quelques résultats concrets qui ont été atteints jusqu'à présent et ce qui est nécessaire, en fait, pour assurer la pérennité de ces résultats? En termes de résultats concrets, il faut dire que, comme on l'a dit au début, c'est un projet qui a commencé en avril 2020. Et si vous vous souvenez, il s'agit de la période où la pandémie à COVID-19 battait son plein. Alors qu'il faut savoir que ce projet a été écrit bien avant et donc on ne pouvait pas prévoir qu'il y allait avoir une telle pandémie pendant qu'on allait l'exécuter. Toutefois, il y a eu quand même la flexibilité et une certaine réactivité avec l'accompagnement de Affaires mondiales Canada qui nous a permis d'avoir une réponse efficace à cette pandémie dans les 3 pays à travers la sensibilisation, le renforcement des mesures barrières par l'achat des masques, gel hydroalcoolique et la mise à disposition de dispositifs de lavage de mains. Ça, c'est le premier résultat en termes d'action. Le deuxième résultat important pour nous, c'est l'enquête de base qui a utilisé une approche inclusive et qui a pu toucher environ 3344 personnes dans les 3 pays, dont 155 personnes handicapées, ce qui nous a permis d'avoir une base de données et un cadre de mesure du rendement qui est l'outil qui permet de suivre tout le déroulé de ce projet. Ensuite, il faut dire que l'approche intersectionnelle à travers le marqueur handicap genre-âge, avec l'implication des organisations des personnes handicapées et des personnes handicapées dans l'implémentation, est considérée comme une innovation phare du point de vue de nos partenaires, surtout les partenaires étatiques, parce que c'était pour une première fois qu'on pouvait utiliser cette dimension et surtout l'implication de ces personnes handicapées dans la mise en œuvre d'un projet. Et cela nécessite qu'il y ait des améliorations continues parce que pour nous, c'est une innovation et il faut la maintenir. Et un des résultats intéressants, c'est au niveau du Togo, il y a eu la loi sur les violences à caractère sexuel qui a été votée par l'Assemblée nationale de ce pays le 29 novembre 2022 et l'équipe du projet a été impliquée dans la proposition de cette loi. Ensuite, il y a eu tout ce qu'on a dit tantôt, les formations des acteurs, notamment les agents de santé communautaire, les pères éducateurs, les prestataires de soins, les enseignants, les membres des organisations de la société civile et des organisations des personnes handicapées sur la santé sexuelle et reproductive en faveur des jeunes et des adolescents et de façon inclusive, le plaidoyer, l'éducation complète à la sexualité. Il faut dire qu'avec toutes ces actions, il y a eu quand même une amorce de changement de comportement suite quand même à tout ce que nous avons mené comme dialogue communautaire et tout ce que nous avons mené comme causerie éducative en faveur du milieu scolaire et extrascolaire. Dans ce projet, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs subventions des groupes de jeunes, des groupes communautaires, des groupes de femmes pour mener des actions sur les bonnes pratiques en matière de SSRD. Toutes ces actions qui visent la sensibilisation nous ont permis de toucher plus de 25 000 personnes en termes de sensibilisation et qui touchaient particulièrement les femmes, les filles, les adolescentes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Ensuite, il faut dire que ça nous a permis de renforcer, comme je disais, le système de référencement entre le milieu éducatif et le milieu scolaire, et le milieu éducatif et le milieu de santé, et le système de santé, et le milieu communautaire et le système de santé pour répondre aux besoins en termes de santé sexuelle et reproductive. Et un des résultats qui est intéressant, qui est en train de se voir en Côte d'Ivoire, c'est la réduction du nombre de grossesses précoces en milieu scolaire à travers la synergie d'action entre le système de santé, le système éducatif et la participation communautaire. Et tout ceci nous faut comprendre qu'il s'agit quand même pour nous d'un projet qui se veut pilote. Et il est intéressant pour nous de maintenir ces acquis à travers le renforcement et le passage à l'échelle des actions en matière d'éducation complète à la sexualité et de prévention des violences basées sur le genre en faveur des adolescents et jeunes, y compris ceux en situation de handicap. Le renforcement des mécanismes et services de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre au niveau médical, psychosocial, juridique et économique, dans leur capacité à mieux prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et filles handicapées, de poursuivre les activités de distribution à base communautaire de contraceptifs modernes, qui pour nous est essentiel pour pouvoir atteindre les populations difficiles d'accès, de renforcer les animations autour des espaces ados que nous venons de réhabiliter, de mettre en place un comité de veille
sur la santé sexuelle et reproductive et enfin de poursuivre le plaidoyer en faveur de la santé sexuelle et reproductive au profit des femmes, des filles, des adolescentes, y compris des personnes en situation de handicap. Merci, Mamoudou. Je pense que tu as réussi à faire un bon résumé des résultats principaux atteints par le projet, même s'il y en a, qu'il y en a beaucoup plus, mais c'était un excellent résumé. Ça met bien en lumière les changements systémiques aussi qui commencent à y avoir au niveau de chaque pays, finalement, où est-ce que le projet est implanté depuis les dernières années et comment, en fait, quelle importance il y a dans la mise à l'échelle, finalement, de ce projet-là qu'on espère dans le futur. À la lumière de vos interventions, on entend bien que le projet tente de transformer justement les systèmes à multiniveaux. Bien entendu, toute mise en œuvre de projet s'accompagne de nombreux défis. J'aimerais, comme question finale, que chacun d'entre vous puisse prendre la parole et nous partager un défi en deux phrases rencontrées au cours des 3 dernières années. Et je commencerai par donner la parole à Khady. Donc, oui, l'un des défis majeurs, c'était surtout l'inclusion des personnes handicapées. Parce qu'on était face à un système classique qui prenait peu en charge leurs besoins. Donc, il a fallu vraiment y aller avec tact. Parce que même les registres au niveau des postes de santé ne pouvaient pas nous permettre vraiment de les identifier. Aujourd'hui, au Sénégal, on a un système de santé avec le DSI, le système informatique même, qui ne nous permet pas de quantifier le nombre de personnes handicapées. Donc, quand il fallait faire des activités, quand il fallait choisir ces pérédicateurs-là, on s'était heurté à un système classique. Il a fallu, avec notre ingéniosité, avec l'appui aussi de nombreux partenaires comme la Fédération des personnes handicapées, trouver des jeunes qui n'étaient pas du tout animateurs, les former, les amener à prendre la parole en public et faire de des animateurs aguerris aujourd'hui. Donc, c'était un défi majeur pour le projet Ensemble. Je dirais aussi l'autre défi, c'était surtout l'inadaptation du système de santé. Quand on prend en charge les personnes avec des besoins spécifiques, il faudrait un système de santé adapté. Et ça a manqué, bien vrai qu'on sait que l'inclusion actuellement est une nécessité et ça s'impose vu pour qu'on puisse atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Mais ça a constitué quand même un défi majeur pour la mise en œuvre de ce projet Ensemble, sachant que le bailleur principal, sa marque de fabrique, était l'inclusion des personnes handicapées. Donc, c'était nécessaire vraiment de le réussir. Et actuellement, je pense avec les multiples cas de réussite, ce sont même parfois nos partenaires qui nous demandent « Ah, pourquoi pas dans les groupes, il n'y a pas de personnes handicapées ?» Quand on parle de pourquoi pas leurs besoins ne sont pas identifiés. Donc, il y a une appropriation là qu'aujourd'hui ACHI a réussi à faire au niveau de Kolda et des autres parties prenantes du projet. Merci, Khady. Je donnerai la parole maintenant à Ndri. 2 phrases sur un défi principal. Merci Marie. Effectivement, comme défi majeur, c'est les changements sociaux et comportementaux. Initialement, on sait que dans les 3 pays, c'est difficile et ça prend du temps pour arriver à un changement. Donc, malgré les actions actuelles de dialogue communautaire que nous menons, on n'a pas le résultat encore de façon systématique dans la majorité des localités que nous couvrons. Donc, c'est ce changement-là, pour moi, qui constitue quelque chose de primordial pour ce projet-là. Et c'est pourquoi, comme Khady l'a dit, nous sommes à une phase où il faut penser à continuer. Très bien, merci beaucoup. Je donne le mot final à Mamoudou. Et donc, un défi majeur pour ce projet, c'est aussi la révision du système national d'information sanitaire
Il faut savoir que les données au niveau des registres, comme disait Kadi, comme disait Yao, dans nos statistiques, ne prennent pas en compte les personnes en situation de handicap. Et donc, l'un des défis pour ce projet, c'était de faire en sorte qu'on rende inclusive cette collecte de données dans nos systèmes de santé. Et dans ce projet, il y a une activité phare qui est en train de s'organiser au Togo, qui sera une capitalisation sur une expérimentation que nous avons menée tout au long de ce projet. C'est de voir comment on peut utiliser la version courte du Washington Group pour essayer de collecter de façon continue des données du système national du système de santé, de telle sorte qu'on puisse partager ce que nous pourrons capitaliser sur cette façon de collecter les données et partager les résultats pour voir comment on peut améliorer ainsi la collecte des données au niveau de nos systèmes de santé. Très bien, merci beaucoup à tous les trois pour ce mot de finale, ce mot de la fin pour cette dernière question. J'aimerais qu'on passe en fait aux questions qui ont été posées par nos participants dans le chat. Surtout, n'hésitez pas à ajouter des questions d'ici la fin du panel. On voit qu'il y a des commentaires, mais aussi certaines questions. Donc, on pourrait commencer par une première question qui nous vient de Eliante, qui dit « Sachant que parler de santé sexuelle est considéré comme un sujet tabou, quels sont les moyens mis en œuvre pour soutenir les adolescentes soumises aux valeurs familiales? » C'est une question très, très précise, je pense, qui touche aussi le point qu'a amené Ndri sur les normes sociales. Est-ce que Ndri, tu aimerais répondre à cette question? Bien sûr, bien sûr. Effectivement, pour cette question, on va retenir deux approches qui nous permettent effectivement de prendre en compte les besoins en matière de santé et droits sexuels. La première approche, c'est la carte communautaire de performance, qui permet effectivement de mettre autour d'une table les agents de santé, personnels de santé et communauté, y compris les adolescents et jeunes. C'est une rencontre dynamique qui permet de prendre en compte les besoins de ces adolescents-là. Deuxième approche que le projet permet de faire, c'est le dialogue communautaire. Il s'agit de l'analyse sociale action, donc c'est qui permet effectivement de développer des dialogues communautaires avec les groupes. Quand on parle de groupes, il y a les groupes des adolescents, des groupes mixtes qui participent à ces dialogues. Quand c'est bien conduit, ces deux approches-là permettent effectivement de répondre favorablement, qui permettent effectivement de préserver la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et jeunes. Voilà la réponse que je peux apporter. Très bien, merci beaucoup. J'espère que ça répond à votre question, Eliante. Je vois qu'il y a plusieurs commentaires, donc où est-ce qu'on félicite nos panélistes pour leurs brillantes interventions. Donc, c'est très gentil. On a une question de Stéphanie qui nous demande, vous avez mentionné les défis, quelle est votre plus grande fierté ou votre plus bel accomplissement? Peut-être, Hadi, est-ce que tu aimerais dire ta plus grande fierté depuis le début du projet? Donc là, je citerai un exemple. Hein. Ma plus grande fierté, c'est cette jeune fille handicapée qui, au début, quand on l'a recrutée, ne pouvait pas se tenir devant le public pour pouvoir s'exprimer. Cette jeune fille-là qui n'arrivait pas à sortir du cocon familial. Et aujourd'hui, avec l'appui du projet Ensemble, avec aussi l'appui des autres parties prenantes, se tient devant un public, tient un discours à l'endroit des personnes en situation de handicap, tient des discours sur les mutilations génitales, sensibilise ses pairs, aussi bien handicapés ou non handicapés. L'autre fierté aussi que j'aimerais glisser un tout petit peu, c'est
la création de ce cadre de concertation départementale à Kolda. Ce cadre qui a été créé par le préfet du département de Kolda avec un arrêté. Ce cadre qui permet aujourd'hui à tous les acteurs qui interviennent sur la cible adolescente de mettre en contribution leurs actions, de tendre vers une synergie d'action. Et ce cadre-là aussi qui nous permet aujourd'hui de travailler ensemble pour l'intérêt supérieur des adolescents jeunes. Et c'est à féliciter, d'autant plus qu'il y a une floraison d'organisations qui agissent ou qui interviennent sur la santé de la reproduction. Parfois, il y a des doublons. Donc, ce serait nécessaire d'avoir cette instance de coordination-là que le projet Ensemble a réussi aujourd'hui à mettre en place au niveau du département de Kolda. Donc, c'est un projet avec beaucoup de cas de succès qu'on peut citer. Mais malheureusement, on n'est que dans le département de Kolda. On sait qu'à MIF, que ce soit à Vélingara ou à Médina Yoro Foulah, les besoins sont là, les besoins sont énormes. Les jeunes filles et les femmes n'ont pas accès total à une santé sexuelle reproductive de qualité. Donc, il faudrait passer à l'échelle, comme mes professeurs l'ont dit, mais il faudrait aussi renforcer l'existant, de telle sorte impliquer les autorités locales, comme nous le faisons, à une appropriation de ce projet, à la pérennisation des actions qui sont déjà mises en œuvre. Merci beaucoup. Est-ce que Mamoudou, tu aimerais toi aussi mentionner une fierté que tu as, que tu ressens par rapport, que tu as vécu par rapport à la mise en œuvre du projet? Bon, il y a plusieurs fiertés, mais comme il faut en citer une, bon, l'une de ces fiertés, c'est, il faut dire, je reviens peut-être, c'est une répétition, mais c'est la prise en compte des personnes en situation de handicap dans la mise en œuvre des activités. Et j'aimerais revenir quand même sur cette expérience au Togo, sur intégrer des personnes en situation de handicap dans l'équipe des agents de santé communautaire pour faire la distribution à base communautaire de contraceptifs. Ça a été d'abord ressenti comme un choc par le système de santé parce que c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Ils étaient même hostiles, ils étaient même opposés au départ. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Et nous, on a insisté pour dire que c'est la meilleure façon pour atteindre cette cible. Et si on veut vraiment aussi les prendre en compte dans tout ce qu'on développe comme programme de santé sexuelle et reproductive, sur la distribution des contraceptifs, sur la planification familiale, il faut bien commencer par cette cible-là. Sinon, en fait, on ne fait que faire du surplace. Et c'est sur cette base-là qu'on a pu les convaincre et ils ont pu accepter d'intégrer dans les équipes des agents de santé communautaire des agents de santé communautaire qui sont en situation de handicap pour distribuer les contraceptifs. Je cite le cas du Togo parce que dans les 3 pays, c'est le seul pays où ces agents de santé communautaire en situation de handicap délivrent la prestation de distribution à base communautaire. Ils vont vers les populations, ils les sensibilisent et en fonction du besoin du bénéficiaire, ils sont capables de donner des contraceptifs soit par voie injectable, soit par voie orale. Et ça, quand même, pour moi, c'est une fierté. Super, merci beaucoup, Mamoudou. Il y a plusieurs questions qui se sont ajoutées. Je ne veux pas brusquer les personnes qui ont posé des questions et auxquelles on n'aura pas le temps de répondre. On a une question qui est assez intéressante aussi de Paige qui dit « Est-ce que les initiatives d'inclusion du projet ont aussi des programmes pour les personnes LGBTQ+. Est-ce que ça fait partie, est-ce que la programmation est aussi inclusive dans notre approche intersectionnelle, en fait, pour les personnes qui font partie de la communauté LGBTQ+. Qui se sent... Andri, est-ce que tu sais? Oui, je peux répondre. Quand on parle d'inclusion, c'est toutes les personnes. Donc, on prend en compte effectivement dans nos actions toutes les personnes vivant dans la communauté. On ne cherche pas à faire de distinction par rapport à tel ou tel problème de genre ou pas. Donc, et la nécessité qu'on a, c'est qu'on a un autre financement dans la région, comme en avant qui a des activités dans la même zone qui parlent des personnes LGBTQ.
Donc, du coup, les ODDF, c'est-à-dire que les organisations de défense des droits qui sont dans la zone nous apportent leur appui quand c'est nécessaire de pouvoir effectivement parler d'inclusion. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que Mamoudou ou Hadi voulaient rajouter quelque chose ou c'était complet pour vous? Bon, peut-être que Yao a bien campé le décor, mais il faut ajouter que dans ce qu'on appelle santé sexuelle et reproductive, on a toujours ajouté droits connexes. Et donc, c'est aussi une approche par les droits. Et quand on parle de droits de santé sexuelle et reproductive, c'est le droit pour toute personne. Et on ne fait pas de distinction. Donc, dans cette inclusion, on prend en compte les droits de toutes les personnes en fonction de leur genre, en fonction de leur comportement, mais pourvu qu'ils aient accès à la santé sexuelle et reproductive en fonction de leurs droits. Et pour compléter ce que Yao a dit, sinon, avec cette approche par les droits, on touche à tout le monde. Merci beaucoup. Je suis vraiment navrée. On ne pourra pas répondre aux questions de tout le monde parce qu'il est déjà l'heure de terminer ce webinaire. Donc, je terminerai en disant en remerciant en fait nos invités pour cette discussion très fructueuse et à tous les participants pour votre écoute et pour votre intérêt. Pour plus d'informations sur le projet Ensemble, vous pouvez visiter la page du projet Ensemble sur notre site web, sur le site de achi-canada.org. Nous vous invitons également à vous abonner à notre infolettre et à nos réseaux sociaux afin d'avoir des mises à jour régulières sur ce projet. Et un sondage de satisfaction vous sera envoyé prochainement. Nous apprécions beaucoup avoir vos retours sur nos événements et nous fera plaisir de vous lire. Merci encore et très bonne fin de journée à tous.